Well, Bien, je crois que nous pouvons démarrer. Donc, bonjour à tous, bon après-midi, selon où vous vous trouvez. Bienvenue. Je suis Ezequiel Garcia Elorio de l'Institut d'efficacité clinique et de politique de la santé. Donc, c'est un plaisir de partager ce webinaire et notamment donc cet atelier sur la façon de parler au public de sujets controversés. Ce sujet est Malawi Liverpool Welcome Programme et également le programme ARCH d'application de la recherche aux politiques et aux pratiques en matière de santé dans le cadre du Global Health Network. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter Louisa Massarani qui va nous faire donc une présentation dans cet atelier. Et donc, il a été défini dans une étude menée en mars 2020, d'application de la recherche aux politiques et aux pratiques en matière de santé, dans le cadre de ce programme, que le rôle de la communication scientifique est un moteur essentiel dans l'adoption de la recherche. Et pour que sur le terrain. Donc, nous travaillons en partenariat pour, euh, mieux communiquer la science afin de faciliter son adoption et donc dans le cadre de tels ateliers comme celui d'aujourd'hui. Donc, nos intervenants vont partager leur expérience, leur savoir pour nous expliquer quels sont les meilleurs moyens de communiquer efficacement les conclusions de la science. Alors, notamment aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, c'est la façon de communiquer des sujets particulièrement controversés, des sujets qui suscitent la polémique. Et puis, la semaine prochaine, nous aurons un atelier sur la façon de rédiger une note politique à l'adresse donc des autorités politiques. Et puis, dans 2 semaines, nous parlerons de la façon en particulier de communiquer avec les journalistes. De comprendre l'importance de parler des controverses scientifiques avec des personnes qui ne sont pas spécialistes en la matière. Donc, l'atelier d'aujourd'hui va durer 2 heures et nous aurons donc tout d'abord une présentation de la part de notre intervenante, Louisa Massarani, puis nous aurons une séance de questions-réponses. Et alors, avant de débuter, je vous propose vous recevrez le lien du formulaire donc par email. Vous devez également donc répondre à ce formulaire pour pouvoir obtenir le certificat ultérieurement. Bien, donc je vous propose de débuter sans plus attendre cette présentation sur la façon de parler au public des sujets controversés en matière scientifique. Je suis très heureux de vous présenter la docteure qui est chercheuse et coordinatrice de l'Institut des communications scientifiques. Elle est également chercheuse à la Casa de Osvaldo Cruz et coordinatrice donc, pour l'Amérique latine du site CIDEV, qui est donc la principale source mondiale d'informations fiables et qui font autorité en matière de santé et de technologie pour le développement mondial. Elle est également autrice avec Katharina Chagas du livre Manuel de survie pour la communication des sciences et de la santé. Donc, bienvenue Louisa, merci d'être là et encore une fois, n'hésitez pas pour vous tous à poster vos commentaires et vos questions. Merci, merci à tous, c'est un plaisir d'être. C'est très enthousiasmant. Alors, je voudrais remercier en particulier l'équipe du Réseau mondial de santé pour l'organisation de cette série de webinaires. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui? Parfait.
Donc, c'est un plaisir également de débuter cette série de 3 ateliers qui s'étend donc sur 3 semaines. Et en particulier, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui est particulièrement intéressant à mon sens, la communication, donc des controverses scientifiques. Alors, pourquoi communiquer des controverses? C'est la question que l'on peut se poser dans un premier temps, peut-être. Alors, j'ai quelques soucis techniques avec ma présentation. J'espère que je vais m'en sortir. Bien. Alors, cette leçon 6 fait partie de leçons écrites par des journalistes d'Inde. Et c'était une série de leçons dans le cadre d'un cours en ligne qui a été publié sur notre site cdev.net. Et j'aime bien cette leçon en particulier parce qu'il me semble que cela reflète un aspect très important du sujet d'aujourd'hui. Donc, je crois que bon, c'est un point de départ intéressant, c'est-à-dire que les conflits et les controverses en général attirent l'attention du public, des journalistes et des communicants et autres parties prenantes parce que c'est la façon de générer un intérêt, de réveiller un intérêt au sein de la population à propos des sujets scientifiques. Alors, parler de controverses peut être délicat, peut être complexe, donc il nous faut être au courant des nombreux aspects qui gravitent autour de cette question. Il faut avoir une bonne connaissance du sujet, bien comprendre les différents aspects du sujet dont on va parler. Et les une opportunité de former ou d'éduquer le public et de sensibiliser aux questions telles que le climat, le changement climatique, par exemple. Donc, et c'est important de souligner que nous voulons toujours, en tant que communicants scientifiques, nous souhaitons toujours vraiment changer les mentalités, éveiller les curiosités. Alors, ce n'est pas toujours aussi simple que cela. Bien sûr, provoquer des changements de comportement chez les personnes n'est pas toujours simple, mais je crois que cela doit rester notre objectif. Et puis, autre aspect important, il s'agit de rappeler que les controverses font partie de la science, hein, sont partie intégrante de la science. Il n'y a pas eu de développement de la science sans controverse. Par exemple, rappelez-vous le mouton Dolly qui a fait les couvertures de très, très nombreux journaux scientifiques à son époque, qui a créé la polémique, bien sûr. L'ensemble des journalistes du monde entier ont parlé du fameux mouton Dolly. Alors, je dois vous dire que je l'ai moi-même rencontré. C'était comme une pop star, un joli mouton souriant, ravi de se montrer aux journalistes. Et ça a été le premier animal à être cloné au monde. Donc, c'était bien sûr un événement. Et l'ensemble de l'institution scientifique responsable de son clonage était préoccupé de la façon d'en parler au public.
la façon dont cette nouvelle avait été couverte. Donc, après sa naissance, ils ont d'ailleurs attendu 6 mois avant de communiquer sur son existence. Ils étaient extrêmement prudents également au moment d'en parler parce que ils ont commencé donc par un communiqué de presse très technique pour pour enlever autant que possible l'aspect émotionnel, pour que cela soit simplement comme une question scientifique, dépourvue d'émotions, pour éviter donc de créer justement la polémique. Et d'ailleurs, de nombreux journalistes ont lu les nouvelles et ont pensé que ce n'était pas si important que cela. Donc, vous voyez ici que ça, c'est un élément clé, la façon de communiquer, hein. Il y a différentes façons de communiquer, de façon très technique ou au contraire de s'engouffrer dans les émotions que cela suscitera dans le public. Donc, tout nouveau point de vue a le pouvoir de changer un paradigme. Et, en effet, toute nouvelle connaissance peut provoquer un changement donc des compréhensions généralement admises auparavant, et tout cela donc euh, l'avènement possible d'une controverse. Par exemple, la modification génétique qui a permis de modifier des papillons ou de modifier des récoltes. Toutes ces questions sont devenues des sujets brûlants dans la communication scientifique parce que cela bouleverse en fait toutes nos connaissances généralement acquises et acceptées. Les déclarations et les observations de scientifiques de réputation peuvent aussi déclencher une controverse. Souvenez-vous du prix Nobel James Watson et de son commentaire sur le fait que les personnes noires sont moins intelligentes que les blanches. Alors bien sûr, cela a provoqué une formidable controverse qui a conduit à sa démission du laboratoire Cold Spring Harbor. Bien sûr, cela a généré de fortes réactions et donc on conduit, comme je le disais, à sa démission du laboratoire. Mais les controverses scientifiques ne concernent pas simplement la science, elles sont en général multidimensionnelles, avec des ramifications également dans les domaines politiques, économiques, culturels ou religieux. C'est le cas notamment de la question du changement climatique. Et cela signifie que les, les personnes qui sont autorisées à parler de ces sujets ne sont pas seulement des scientifiques. Les voix d'autres intervenants, tels que les hommes politiques, les responsables industriels, etc., sont également habilités à parler et à s'exprimer sur le sujet. Alors, concernant le plagiat, la falsification de données, là aussi, cela peut être une source de controverse. Quelques exemples comme en Corée, lorsque les informations sur la façon dont une recherche sur les cellules souches a été menée, une, une, euh, une escroquerie en fait a été mise à jour et cela a créé également la polémique.
Alors, en cas de crise publique telle que lors d'un tsunami ou un tremblement de terre, là aussi, là, le rôle du communicant et du journaliste, cette fois, n'est plus de déclencher la controverse, mais au contraire de calmer la discussion, de ramener le calme dans le public et d'aider et de contribuer à la meilleure gestion de la crise. Donc là, son rôle est important. Et le journaliste doit être en mesure d'identifier la controverse, mais doit la calmer et faire et ne pas échauffer davantage les esprits. Ce- Cela peut concerner également de grands défis scientifiques comme l'idée de la création ou de l'évolution des espèces. Les controverses économiques et politiques importantes existent aussi dans le monde entier. C'est ce qui s'est passé au Brésil lorsque le gouvernement brésilien a commencé à soutenir l'utilisation de l'hydroxychloroquine. Au début, il s'agissait d'une nouveauté, d'un point important, et parce qu'on souhaitait l'utiliser contre le coronavirus. Mais il y a approche scientifique qui vise à utiliser des médicaments efficaces pour certaines maladies, pour lutter contre d'autres maladies, bien sûr, hein. Mais on a constaté qu'il y avait beaucoup de documents scientifiques, d'articles, hein, qui montraient qu'il ne s'agissait pas d'une bonne idée dans le cas du coronavirus. Cela pourrait d'ailleurs entraîner des effets secondaires chez le patient. Le gouvernement brésilien a remis en question cette décision et a soutenu la décision d'utiliser l'hydroxychloroquine, et ils ont essayé d'encourager son utilisation auprès de la population brésilienne. Donc ici, ce n'est pas vraiment la science, c'est les projets. Par exemple, hein, c'est la même chose. La controverse n'est pas liée à ce que la science avait constaté en termes de progrès scientifiques, hein. On a pu cloner, dans le cas de cette brebis, on a pu cloner un animal. C'était très important à cette époque-là. Mais cela a donné lieu à une discussion, à une controverse concernant la façon dont la science peut avancer, quel type de liberté peut avoir la science et les limites que doit avoir la recherche scientifique dans certains aspects. Et dans les années 90 aussi, on a eu le projet du génome qui a été et qui est une approche scientifique très importante. Et il y a des points ici très importants, cartographie de gènes, et d'autres points concernant l'information personnelle qui peut porter préjudice à une personne en termes de santé. Un autre point important qui démontre qu'une personne peut avoir une maladie et ensuite son patron ne va pas accepter cette personne. Il y a aussi une question de couverture médicale. Le L'employeur va penser qu'il y a un gène ici qui peut donner lieu à une maladie. Donc, on revient ici au journalisme, et ce journalisme de science a fait une liste de vérification des controverses, une checklist des controverses. Il invite à considérer les points suivants. Par exemple, il parle de la science, d'un podcast, d'un article, hein, à rédiger, d'une pièce de théâtre, quelque chose qui donc est lié à cette controverse, et ensuite on va faire cette checklist pour vérifier
si ce produit a et s'il y a vraiment une controverse, c'est un aspect important, mais pas le seul. Ensuite, un autre aspect qu'il faut considérer, c'est quelles sont les controverses qu'il faut essayer d'analyser, parce que très souvent, ces controverses sont négatives et entraînent des problèmes heu, pour la société, par exemple, hein. Donc il faut penser de manière éthique, de manière responsable pour ces controverses et si l'on veut mettre en place ou élaborer un article de recherche, il faut analyser les différentes perspectives et quelles sont les visions qui nous permettent de tenir compte de l'approche d'un autre scientifique. Quelles sont les voix qu'on va entendre, hein? Et je voulais aussi dire que les scientifiques ne sont pas la seule voix que l'on peut entendre. Quand on parle de questions de science, par exemple, hein, qui ont un impact important dans la société. Et autre chose à considérer, c'est la fiabilité des sources. Comment trouver des sources fiables, hein? Toujours à propos des hommes de science, nous croyons dans la science, nous croyons dans les hommes de science, mais les scientifiques ne sont pas toujours, une source sûre, hein. Par exemple, dans le domaine de la pandémie, on a entendu beaucoup de versions, hein, et parfois ceux qui parlaient de la pandémie n'étaient pas des experts. Le fait qu'une personne ait un doctorat ne signifie pas que cette personne soit un expert dans différents thèmes et si l'on transforme ce débat, hein, en termes de journalisme, hein, il ne s'agit pas seulement de questions de journalisme, hein. Quand on parle de controverse, on aime bien voir comment on transforme le matériel ou l'information pour faire valoir notre point de vue. Donc c'est très important, hein, quand on a des situations de fake news, par exemple, hein, on doit agir de manière responsable pour, connaître les mots proposés et si l'on a une question de sensationnalisme, hein, du journalisme ou en général, hein, c'est important d'en tenir compte. Est-ce que l'on exagère en tant que journaliste, en tant que communicateur? Est-ce qu'on exagère? Donc, cette question de controverse peut être considérée de différentes manières en fonction des personnes qui sont responsables et les personnes qui participent à ces controverses. Il y a un film japonais que j'aime beaucoup et c'est une histoire qui est racontée et qui est toujours la même histoire que l'on raconte, mais de points de vue différents. Et l'histoire change énormément. Donc, quand on veut raconter une histoire sur une controverse, comment est-ce qu'on va développer? Quels sont les arguments que l'on va utiliser? Ce qui nous amène aussi à cet équilibre, hein, cette législation de l'équilibre. Dans le journalisme, il y a une règle de base. Nous devons parvenir à un équilibre entre les différentes perspectives et dans certains cas, c'est un peu naïf parce que la question du changement climatique, mettons, la les scientifiques sont d'accord pour dire que le changement climatique résulte des actions des êtres humains, pardon, il n'y a pas de doute ici. Mais d'autres personnes pensent que c'est faux. Donc, il faudrait vraiment écouter qui ont différentes perspectives dans ce cas particulier qui est le changement climatique et voir quelles sont les opinions. Des fois, nous pensons que nous devons comprendre la situation
la controverse analysée et voir comment on peut créer cet équilibre, cette, donc l base, hein, cette législation, cette loi d'équilibre. Donc ensuite, qui est-ce que nous pouvons croire? Qui est-ce que nous devons écouter? Quelles sont les personnes qui jouent un rôle primordial? Quand on parle des scientifiques, quand on parle de la science, des fois, il y a d'autres intérêts qui sont concernés ici et qui sont présentés par la personne. Donc parfois, cette personne pense ou croit à un aspect spécifique de la controverse, mais pas un autre. C'est pour cela que nous avons besoin d'avoir les informations, d'analyser l'information que nous recevons et de vérifier la source d'information avec des scientifiques de différentes trajectoires, hein. Comme je l'ai déjà dit, un autre aspect important ici, et je vais revenir un petit peu là-dessus ensuite, les controverses liées au vaccin. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles on pense que le public n'a pas l'expérience nécessaire pour pouvoir parler sur ces controverses, pour pouvoir prendre la parole sur ces controverses qui sont trop compliquées. Je crois que il nous faut impliquer les personnes non scientifiques justement à se joindre à la controverse et à faire entendre leur voix. Alors, autre sujet important, c'est l'éthique dans la communication des controverses scientifiques. Par exemple, des informations sont données parfois et puis l'on s'aperçoit après que ces informations n'étaient pas vraies. Par exemple, des scientifiques ont dénoncé le fait que nos certains scientifiques ont été parfois accusés de voler des fossiles et puis il s'avère après qu'ils sont innocents. Donc, cette dénonciation, lorsqu'elle se produit, attire énormément l'attention des médias. Et puis, en revanche, lorsque leur innocence a été prouvée, plus personne n'en parle. L'information de leur culpabilité reste et n'est pas corrigée. Donc, ces accusations qui ne sont pas vraies doivent faire l'attention de toute notre doit faire toute notre attention parce que il faut ensuite rectifier l'information. Il faut que toutes les informations soient communiquées avec la même importance. Alors, lorsque vous avez des informations dont vous n'êtes pas sûr, par exemple la possibilité d'un accident nucléaire, la possibilité d'une épidémie. Alors, par exemple, dans ce fameux film récent avec DiCaprio, j'aime bien les films, vous aurez remarqué, avec la perspective qu'une météorite s'écrase sur la Terre. Donc, cette information n'est pas sûre à 100%. Donc, on a ceux qui sont partisans d'entrer en panique d'un côté et puis les autres qui doutent de l'autre côté. Ça, c'est quelque chose qui nous arrive souvent. Nous ne savons pas comment gérer des informations qui nous parviennent. Donc, que faire dans ces cas-là? Est-ce qu'il faut en parler? Est-ce que, est-ce que les médias doivent couvrir l'information ou au contraire la passer sous silence? C'est une question auquel nous sommes souvent confrontés. Donc, ça a été le cas, par exemple, avec la grippe H1N1, qui a eu un impact également important, mais la couverture médiatique, là aussi, a fait l'objet de nombreuses questions. Bien sûr, ça a été la même chose
avec le COVID plus récemment, et puis ouais, ben, concernant le coronavirus, on a pensé au début qu'il fallait en parler très rapidement. Mais en Amérique latine, nous avons été la dernière région à être touchée par le coronavirus. Donc, on pensait au départ que peut-être cela ne parviendrait pas jusqu'à nos territoires. Donc, le doute était prédominant au départ. Et peut-être échapper à cette pandémie et donc échapper aux mesures nécessaires pour contrôler la pandémie. Et puis, on le voit également avec la variole du singe plus récemment. Donc, je voudrais maintenant mentionner quelques exemples sur la façon d'engager le public dans des controverses scientifiques. Essayez de penser comme activité à faire tous ensemble aujourd'hui. Essayez de penser à un sujet. Alors moi, j'ai amené mon propre exemple que je vous soumets. Donc, ce sont ici les nouvelles internationales sur la biodiversité. J'aime beaucoup cet exemple parce que c'est une initiative qui engage 100 Brésiliens de différentes parties du monde ont participé à cette initiative et sont venus ici avec nous à Rio de Janeiro pour parler de ces questions, étudier en profondeur ces questions de la biodiversité. Nous pensons tous que la biodiversité est importante, mais comment gérer concrètement les aspects de l'impact auquel elle est confrontée? Et ça, ce sont des questions qui sont beaucoup plus controversées, bien entendu, sur les solutions à apporter pour lutter contre la dégradation de cette biodiversité. Et donc, c'est un exemple d'initiative qui a été menée en Amérique latine. D'autres, mais en tout cas, l'exemple du Brésil est important parce que nous avons donc engagé également des personnes non expertes. Nous avons encouragé à analyser l'impact de la perte de la biodiversité sur l'ensemble de la société. Nous avons rassemblé à cette occasion de nombreuses informations. Vous avez ici des photos à l'écran de cet événement. Et nous avons choisi des personnes qui étaient représentantes de la société brésilienne, donc des personnes de différentes réalités, de différents contextes, domaines de la société brésilienne. Et l'idée était donc de rassembler des informations fiables sur la biodiversité dans un premier temps, et puis d'élaborer également des stratégies pour conserver la biodiversité. Et nous avons travaillé au départ sur les rapports élaborés par différents pays comme base de travail au cours de cet événement. Donc, ce n'est qu'un exemple, bien sûr, mais cela illustre le type d'activité qui peut être menée pour participer à la génération de connaissances. Alors, bien sûr, ce sont des événements qui coûtent cher, hein, qui sont difficiles à réaliser, mais qui portent véritablement leurs fruits. Alors, nous avons réalisé également un exercice avec des enfants de 10 à 12 ans. Nous les avons rassemblés au sein de notre fondation à Rio de Janeiro et nous avons donné des informations fiables sur le changement climatique. Et nous avons rédigé avec eux
une lettre pour le climat qui relatait l'impact des actions des êtres humains sur le changement climatique. Et nous les avons encouragés à penser, à réfléchir à la façon dont le comportement des hommes, des êtres humains, pouvait être modifié dans l'optique de mitiger le changement climatique. Alors, nous ne savons pas si eux-mêmes ont changé leur comportement, mais je crois que c'est le type d'exercice qui peut être répété parce que je crois que cela véritablement encourage les personnes à réfléchir en profondeur sur un sujet en particulier. Nous avons également invité des jeunes à se rendre au Parlement brésilien, ces jeunes, pour leur remettre leur carte pour le climat, leur lettre pour le climat. Donc, c'est un exemple de communication. En voici un autre exemple de communication. Ça, c'est une pièce de théâtre britannique. C'est une œuvre vraiment belle et forte sur le manque de limites des scientifiques. Alors, ce sont des scientifiques en Afrique qui œuvraient de façon non éthique parce qu'ils effectuaient une étude sur l'infection de personnes au VIH, inoculer le virus à certaines femmes pour comprendre le développement du virus chez ces femmes. Donc, c'est bien sûr profondément anti-éthique. Et c'est un drame véritablement bien écrit pour parler de cette histoire. On voit ici donc l'intérêt de ce genre d'initiative parce que cette pièce de théâtre peut ensuite servir de support à la discussion avec des jeunes sur les limites et sur l'importance de l'éthique dans la science. Autre projet que nous avons mené, que j'aime beaucoup, c'est un projet qui a été mené donc au Brésil avec des jeunes et des adolescents. C'est le projet Sarau Científico. Des personnes se sont rassemblées pour danser, pour chanter, pour lire des poèmes et dans l'optique de partager des opinions et des idées. C'est un projet qui a été soutenu par le Wellcome Trust et qui avait 5 lignes directrices principales, les OGM, les cellules souches, les expérimentations chez les animaux, etc. Et l'idée, c'était de véritablement s'attaquer, prendre à bras le corps ces sujets polémiques et d'en discuter, de nourrir les discussions. Nous avons également eu la participation de scientifiques, musiciens, acteurs et de jeunes. Et nous voulions, grâce à cela, communiquer sur des sujets donc controversés et engager les gens. C'est une expérience qui a été vraiment intéressante et puis également avec un aspect artistique très intéressant. Donc là, vous voyez sur ces images les expressions artistiques sous différentes formes. C'était un événement ludique, musical, mais également qui a donné lieu à de nombreuses discussions et qui a permis de susciter l'intérêt et l'engagement de nombreux jeunes avec donc la participation de scientifiques. Mais nous avons surtout souhaité donner la voix, donner la possibilité aux jeunes de s'exprimer, de s'engager, de donner leur opinion. Et c'était un projet très intéressant, mais nous avons pensé que nous avons été trop trop détendus peut-être. Nous
aurions ces sujets sont graves et peut-être que nous avons manqué de sérieux. C'est une question qui nous a hanté quelque temps. Nous avons en effet senti qu'il y avait un certain fossé entre la partie artistique et puis la partie réservée aux scientifiques. Dans un sens, c'était peut-être trop détendu, trop détendu d'une part et trop sérieux d'autre part lorsque les scientifiques avaient la parole. Donc, il s'agit là d'un équilibre à trouver qui n'est pas toujours facile à trouver. Alors, je laisserai tout à l'heure un moment pour vous. Je voudrais revenir encore sur certaines réflexions qui ne sont pas toujours articulées entre elles, mais qui me semblent importantes concernant donc l'engagement du public dans les sujets qui suscitent la polémique. Donc, par exemple, les OGM au Brésil. Pourquoi pourquoi des récoltes génétiquement modifiées au Brésil? Donc, c'est un sujet bien sûr très polémique au Brésil notamment. Et en effet, c'est un des sujets qui a été le plus discuté, sujet scientifique et technologique, au Parlement brésilien. Et autre aspect important de cette scientifique a eu un rôle important dans l'approbation de la législation et de façon d'ailleurs très controversée. Donc, le sujet est controversé, tout le processus de gestion de ce sujet a été très controversé également. Cela a impliqué toute la communauté scientifique qui a eu un rôle dans la construction des politiques dans ce domaine. Alors, une brève chronologie. Depuis 1998, nous avons eu des tentatives de produire des récoltes génétiquement modifiées à échelle commerciale. Et puis, en 2000, il y a eu des preuves que des organismes génétiquement modifiés étaient présents dans 42 produits commercialisés dans les supermarchés brésiliens. C'est 2003 est l'année des controverses, telle que je l'appelle, parce qu'il a été trouvé que une grande proportion des récoltes de soja au Brésil étaient transgéniques en raison de plantations illégales dans le sud du pays. Donc, la législation en la matière, en 1995, a été créée la première législation de biosécurité au Brésil. Et puis, en février 2004, le Parlement brésilien a commencé la discussion sur cette législation de biosécurité. Alors, et selon donc, cela concerne la législation biologique, mais la différenciation a été faite entre les organismes génétiquement modifiés et les cellules souches. Donc, la législation sur la biosécurité a fait l'objet de nombreuses discussions et a été approuvée finalement au Parlement. Ici, vous voyez ici le ministre de la Science. Ici, cette femme est une chercheuse importante, Mariana Saat. Il est important de rappeler qu'elle a fait des recherches sur donc, les maladies liées aux organismes génétiquement modifiés, les enfants qui ont eu des problèmes de santé très importants.
Mais ce qui s'est produit, c'est que l'attention a été portée sur la recherche sur les cellules souches. Donc, ils ont amené des personnes atteintes et en fauteuil roulant, comme vous le voyez ici. Des personnes ont été invitées au Parlement avec des t-shirts portant la mention «La recherche sauve des vies». Les cellules souches représentent l'espoir. Donc, vous voyez toute cette initiative qui a été portée au Parlement et qui a impliqué donc impliqué également le sujet des OGM en même temps. Alors, les médias, face à cela, ont soutenu cette initiative. La couverture a été vaste. Vous voyez ici la première page, enfin la page d'un des journaux les plus importants au Brésil. Et le message transmis est que si vous étiez contre cette législation, alors vous portiez préjudice aux personnes en chaise, en fauteuil roulant. C'est le message directement qui était transmis. Moi, je pense que je crois que tout simplement la discussion a été manipulée parce que tout a été mélangé et a généré la confusion dans les esprits. Il est important de sensibiliser donc à l'importance de l'approbation de cette législation parce qu'effectivement, les recherches sur les cellules souches peuvent avoir un impact important sur les droits et sur la qualité de vie de nombreuses personnes. D'ailleurs, la législation a été approuvée. Ici, c'est l'article qui a été publié par Mayana Satz, la scientifique donc, que l'on voyait tout à l'heure, qui présente ces résultats et l'impact sur la société que cela peut avoir. Je ne veux pas dire que je suis contre cette recherche sur les cellules souches. Non, au contraire, je crois que ces recherches doivent être poursuivies, qu'elles peuvent avoir un impact très important sur la vie de nombreuses personnes. Mais selon mon point de vue, il y a eu une situation polémique, une confusion des genres en quelque sorte. Et c'est le rôle de la communauté scientifique de clarifier le débat. La science est une institution qui a le devoir de générer des connaissances et de clarifier ces sujets. Bien, nous allons aborder un travail sur le changement climatique. Il est très fréquent que l'on utilise des images dramatiques, la disparition des ours polaires, hein, ce type de choses, hein. Donc des présentations terribles qui montrent le désastre climatique que nous allons bientôt affronter si le changement climatique continue à avoir lieu. Donc ce travail est intéressant parce qu'il analyse l'image et on il est dit ici que ce n'est peut-être pas la meilleure manière d'aborder ces controverses. Ce type de choses peuvent attirer l'attention du public concernant le problème, l'importance du problème aussi, mais il est important aussi de dire que cela peut donner lieu à une prise de distance du public par rapport au changement climatique parce que se sentent surmontés quand ils essaient de
d'analyser ce problème. Donc, c'est un autre point que je voudrais ici souligner. Lorsque l'on crée des fausses controverses concernant un problème dans la société. Donc ici, c'est une étude sur un groupe qui comprend des individus qui nient l'existence de la science, les preuves liées à la déforestation de l'Amazonie au Brésil. Donc, ils ont essayé de remettre en question certaines preuves, certaines recherches scientifiques et certaines preuves qui montraient l'impact que la déforestation pouvait. Ils ont donné lieu à des attentes fausses parce que on a manipulé la situation pour essayer de réduire l'impact de certaines preuves scientifiques. Donc, je parle de choses tout à fait différentes les unes des autres, comme vous le voyez. Nous essayons ici de vous provoquer et de vous rendre plus responsable lorsque vous communiquez sur ces questions controversées. Finalement, le dernier point que je voudrais aborder, c'est le point lié au vaccin. C'est intéressant de voir, par exemple, dans le cas du Brésil. Moi, je suis brésilienne, c'est pour ça que je donne beaucoup d'exemples du Brésil. Mais il y a d'autres pays d'Amérique latine qui ont eu ces d'acceptation concernant le vaccin. Le Brésil avait un programme très fort de vaccination et ce que l'on voit, c'est que à partir de la pandémie de Covid, il y a de plus en plus de débats concernant la vaccination et il y a des polémiques concernant cette question de la vaccination. Donc, je voudrais ici souligner l'existence de ce travail scientifique qui a été présenté par The Lancet en 1990, un travail qui a été élaboré pour montrer la relation entre le vaccin et autisme. Alors, 12 ans plus tard, l'article donc le Lancet a déclaré que les arguments utilisés n'étaient pas des arguments qui étaient probants et que donc on avait essayé d'utiliser les vaccins contre la rougeole, la rubéole, etc. Donc, une autre chose qui me paraît importante, c'est la façon dont on travaille sur les controverses liées au vaccin de Covid, non? Il faut souligner ici qu'on a des membres de la communauté scientifique, on a des médecins et on constate que très souvent, ces médecins disent que les gens sont bêtes parce qu'ils refusent le vaccin contre la COVID. Alors, il faudrait mieux comprendre quelles sont ces controverses ici. Très souvent, on entend parler de la dengue, qui est grave, depuis plusieurs dizaines d'années. Et maintenant, on commence à avoir des vaccins qui fonctionnent bien, qui commencent à être vendus et les gens obtiennent ces vaccins pour la fièvre de la dengue. Mais dans le cas du COVID, on a vu non pas un vaccin, mais 10 vaccins et des centaines d'études qui font que le développement du vaccin contre le COVID était important au Brésil. On a vu aussi que toute cette discussion était de plus en plus politisée. Dans le cas du Brésil, on a utilisé
une lutte contre le gouverneur de São Paulo et le président du Brésil avec beaucoup de fausses nouvelles concernant les vaccins et une manière très agressive dans laquelle les membres de la communauté scientifique encourageaient l'utilisation du vaccin. Personnellement, je suis tout à fait pour le vaccin, surtout le vaccin contre la COVID. Ce que je veux faire ici, c'est souligner le fait que si l'on veut incorporer les gens dans ce programme de vaccination, il nous faut être capable de parler de manière adéquate à ces gens, avoir une bonne conversation et pouvoir souligner les intérêts de ces vaccins. Voilà, c'est ce que je voulais et vous dire et pour lancer un petit peu la discussion et ma position pour les questions. Bien. Louisa, vous pouvez vous reposer un petit peu après cette présentation. Bien, avant de recevoir les questions, Louisa a parlé de questions polémiques. Elle a parlé de problèmes pour les membres de la communauté scientifique qui doivent tenir compte de l'attitude du public. On a aussi parlé du conflit d'intérêts, c'est important, de l'éthique. Donc, il faut souligner cela aussi. On a aussi parlé de controverses. On a aussi montré les exemples de biosécurité. On a montré sur la façon dont on peut faire passer un message scientifique auprès du public pour que le public puisse participer et recevoir ce message. On a aussi vu des exemples du Brésil où la société scientifique et les médias ont participé pour voir comment on peut donner ou faire passer un message adéquat pour ces questions. Ensuite, on a parlé de la façon dont on peut faire participer le public. On a parlé des cellules souches avec différents exemples de ce qui s'est passé au Brésil, qui a donné lieu à de nombreuses controverses. Et on a parlé des aspects qui doivent être pris en compte et le message scientifique le plus critique ces dernières années qui est lié au vaccin et à la COVID. Voilà, donc Louise a transmis son opinion. Il nous faut comprendre que cet atelier combine des perspectives destinées au public, comment communiquer, comment parler avec les médias. Donc, ce sont des points importants. Et ensuite, faire passer le message au public et à nos audiences. Certaines questions sont plus complexes, mais nous allons répondre à vos questions. Alors, je vais poser ma première question. Est-ce que vous pouvez réfléchir, puisque vous n'appartenez pas au secteur de santé, quelles sont les recherches du secteur de la santé qui auraient pu apporter des points positifs? Quels sont les apprentissages que l'on peut améliorer, que l'on peut incorporer pour améliorer notre communication avec le public? Comme vous l'avez dit, je ne suis pas experte dans cette question et je ne connais pas très, très bien ces thèmes et ces questions. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que quand il s'agit du message que je veux faire passer ici, il y a des thèmes qui ont un impact important pour la société. Donc, il nous faut faire participer la société et qu'il y ait une conversation pour maintenir un dialogue sur ces questions. Et pour ce qui est de la santé, je participe aux discussions concernant le vaccin
coordinatrice de sciences en tant que chercheuse dans la communication de la science. Et nous avons vu là comment ces débats, cette conversation sur les vaccins ont eu lieu dans le secteur public. On a plusieurs études dans ce sens concernant la façon dont on peut mettre en place des discussions, des conversations sur les réseaux sociaux. C'est intéressant de voir que les discussions les plus importantes ne font pas participer les communicateurs de sciences. La plupart de ces discussions sont effectuées avec des hommes politiques, avec des parties prenantes qui appartiennent au secteur de la science. Donc, je dirais que c'est une contribution qui pourrait être importante dans le secteur des vaccins, participer à ce dialogue. Non, je crois que vous avez donné les bons exemples des différents domaines de la science, donc vous avez répondu. Donc, nous allons passer aux questions maintenant des participants. La première, la définition de la controverse en science est difficile. Comment trouver qui a raison? Alors, bien sûr, quelques réactions, quelques commentaires. La question est, est complexe. Oui, c'est tout un sujet, bien sûr. Si vous traitez une controverse très importante, effectivement, parfois, c'est très difficile de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Cela dépend de tellement de facteurs. Le sujet est parfois tellement complexe. Mais je crois que ce qu'il convient de faire face à une controverse, c'est de bien comprendre les aspects de la controverse, bien comprendre les différentes parties prenantes impliquées, parce que parfois la déclaration d'une personne est liée à son point de vue personnel. Alors, je ne réponds pas comme ça à la question, je sais, parce que bien souvent, je n'ai pas la réponse. C'est effectivement très complexe, très difficile, bien souvent, de savoir ce qui est vrai. Mais je crois que justement notre rôle en tant que communicateur, communicant, pardon, scientifique, c'est de transmettre et des informations et surtout de bien comprendre la complexité des controverses et d'essayer de donc transmettre les différents aspects du problème. Alors, cette autre question, cette fois sans d'un spectateur anonyme. Alors, certaines fois, des entreprises annoncent des résultats positifs de leur recherche avant la révision par des pairs. Et cela peut provoquer un afflux de formations non vérifiées. Que faire? Comment réagir dans ces situations? Est-ce que vous avez une opinion à ce sujet? Oui, nous croyons en l'importance de cette révision par des pairs, effectivement, des révisions des résultats. Ça, c'est un fait, hein, c'est un élément très important. Également, que ce qu'on appelle le preprint est très important parce que cela permet euh, enfin, le processus de révision par des pairs est souvent un processus très long, très fastidieux. Même un document tout simple peut prendre 2 ans pour sa vérification, sa révision par des pairs. Donc, parfois, dans certains domaines, et notamment le Covid, on ne peut pas attendre aussi longtemps. Almost 700,000 Brazilians lost their lives because of the pandemic. Alors, je crois qu'au Brésil, nous en sommes à 7 000 personnes qui sont décédées du Covid. Donc,
d'où l'importance d'aller plus vite, de ne pas nécessairement la fin de ce processus de révision par des pairs. Et donc, dans le monde entier, nous avons eu un très grand nombre de préprints, d'ébauches, donc d'articles euh, qui ont été soumis et présentés et qui n'avaient pas donc terminé le processus de révision par des pairs. Et si l'on compare ces préprints dans les domaines du COVID, de la dengue et d'autres domaines qui ont atteint fortement la société, nous voyons que les documents, les articles en matière de COVID sont bien plus nombreux que pour d'autres maladies. Et je crois que c'est important parce que c'est comme ça que la communauté scientifique a réagi. Elle a produit rapidement de la connaissance scientifique pour essayer des solutions pour sauver des vies, tout simplement. Donc, bien sûr, tout dépend de la situation. Dans certains cas, cela permet de sauver des vies, cela permet d'avoir des résultats, mais bien sûr, parfois, euh, cela, cela constitue un aspect très important de la connaissance scientifique. On l'a vu donc notamment dans le cas de la pandémie. Nous avons donc eu une quantité phénoménale d'informations, parfois contrastées, dont on ne sait pas forcément quoi faire. Donc effectivement, on ne sait pas toujours qui croire. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais pour résumer, les informations, ce qu'on appelle préprint non révisées par des pairs, ces informations ont un rôle important et peut-être ce que nous devrions faire, c'est d'avoir davantage de scientifiques, de docteurs et de journalistes également, journalistes scientifiques en mesure de lire ces informations, de les déchiffrer et pour que ces personnes aient une vision plus critique, plus avisée de ces informations qui ne sont pas encore passées par le processus de révision par des pairs. Merci, Louisa. Alors, nous avons beaucoup de questions pour vous, Louisa, aujourd'hui. De Dorine Tembo. Je voudrais savoir si vous pouviez partager et nous expliquer comment engager un public vaste et non intéressé, pour les intéresser à des sujets controversés, parce que je trouve parfois que seules les personnes qui ont un intérêt dans la recherche ou dans la santé sont les personnes qui s'engagent. C'est-à-dire comment intéresser les personnes et les engager. Oui, effectivement, c'est une question importante. C'est un défi auquel nous sommes confrontés régulièrement. Effectivement, notamment pendant la pandémie, la communication scientifique a été importante pour toute la société, parce que la société entière luttait contre la pandémie, mais nous voyons effectivement qu'il y a un secteur de la société en général qui est très intéressé dans la science, un autre secteur de la société qui ne s'intéresse pas du tout. Et puis, il y a une frange importante de la société qui pourrait s'intéresser si vous présentez les informations de façon attractive. Donc, il y a une partie de la société que vous n'atteindrez probablement jamais, sachez-le. Et également, le fait que les personnes, enfin, c'est une chose d'exprimer la science sous des formes attractives, mais il y a également la question de la consommation de science. On observe en Amérique latine que dans certains cas, les
personnes expriment leur intérêt dans la science, mais l'intérêt ne sera jamais aussi important que l'intérêt pour le football, par exemple, notamment ici au Brésil. Mais les personnes expriment toujours leur intérêt pour la science, mais elles ne consomment pas la science, c'est-à-dire qu'elles ne lisent pas concrètement les journaux scientifiques, elles n'écoutent pas les podcasts, elles ne visitent pas les musées scientifiques. Elles ne cherchent pas à approfondir leurs connaissances scientifiques. C'est juste un intérêt qui est exprimé, mais qui n'a rien à voir avec l'intérêt pour le football, par exemple. Donc, la stratégie, effectivement, d'implication, d'engagement des personnes est importante. Parce que justement, les sujets controversés ne concernent pas seulement la science, elles concernent l'ensemble de la société. C'était justement ma toute première diapositive. Les personnes, en général, aiment bien être engagées dans des discussions. Il y a un aspect émotionnel de la controverse qui est très important. Et puis, c'était également une manière de, de faire le lien entre la science et puis différents aspects de la vie quotidienne des personnes. Si vous pensez à la communication scientifique, nous n'en sommes encore qu'aux prémices. Nous croyons que la science beaucoup plus importante qu'on ne le soupçonne encore pour l'ensemble des aspects de notre vie quotidienne. Donc, je crois que c'est un moyen ici d'engager d'autres secteurs en faisant donc le lien avec la vie et la vie personnelle, professionnelle d'autres secteurs de la société. Alors, autre question. Supposez que quelqu'un a communiqué une controverse scientifique et que l'opinion publique ne change pas. Que se passe-t-il? Quel est le rôle de l'autonomie des êtres humains dans la controverse scientifique? Par exemple, lorsqu'une controverse scientifique est communiquée, mais que l'opinion publique ne change pas, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça se produit très souvent, en fait, hein. Donc, je l'ai mentionné dans ma présentation. Notre rêve en tant que communicant scientifique, c'est de pouvoir modifier, changer la société, d'avoir un véritable impact sur la société. Il y a de nombreux exemples. Donc, le changement climatique, hein, tout simplement, ou les vaccins. Et nous croyons que lorsque l'on démarre une conversation sur un sujet scientifique, on pense que l'on va modifier les comportements. Et puis, en fait, dans la plupart des cas, les personnes ne changent pas. En tout cas, elles ne changent pas si rapidement ou elles ne changent pas du tout parce que c'est un processus qui est long, qui est plus complexe, le changement des mentalités. Mais je ne veux pas être pessimiste. Je crois en la communication scientifique, mais il faut reconnaître que lorsque l'on parle de controverses en matière de controverse, ce n'est pas parce que l'on parle, on communique en science que immédiatement les mentalités changent. Tout simplement parce que parfois les personnes n'aiment pas ce que vous dites ou elles ne croient pas en ce que vous dites. C'est complexe, c'est difficile, hein. Déjà, changer les mentalités, c'est une chose, mais changer les comportements, c'est encore plus difficile. On le voit, hein, par exemple, la façon dont les personnes, les êtres humains se comportent avec les océans, les déchets qui sont déversés encore dans les océans, malgré les nombreuses images, les nombreux témoignages des effets dévastateurs de ces déchets sur les océans.
il y a pourtant un travail sur les émotions ici. Et bien souvent, les personnes, quand elles voient ces messages, sont touchées sur le moment. Les émotions sont, euh, sont modifiées, mais il n'y a pas de changement qui s'opère ensuite. Elles oublient et passent à autre chose. Donc, c'est un projet, c'est un sujet complexe. Autre question, merci beaucoup. Alors, comment réagir face à une fake news, comme on appelle en français? Qu'est-ce qui est le plus important pour engager le public dans la science controversée? Est-ce que c'est le niveau d'engagement du public dans la discussion? Est-ce que c'est obtenir leur acquiescement et leur acceptation de la science? Hein? Qu'est-ce qui est le sujet? C'est l'engagement du public ou c'est l'acceptation? Alors, pour moi, ce sont deux aspects complètement différents de la discussion. Alors, vous avez mentionné d'abord les fake news et ensuite l'acceptation de la science et ensuite l'engagement du public, n'est-ce pas? Donc, trois concepts, à mon avis, bien différents. Non, non, non. Alors, première question concerne, est-ce qu'il y a une façon simple, une recette magique en quelque sorte pour aborder les fake news? Alors, la réponse rapide, c'est non. Non, non. Non, concernant les fake news, nous croyons que si l'on transmet des informations fiables aux personnes, ils vont croire dans l'information fiable et non pas la fake news. Alors, bien sûr, encore une fois, c'est le rêve de la communauté scientifique, parce que dans la réalité, nous voyons que les fake news ont beaucoup de succès malgré nous. Elles obéissent à des mécanismes plus complexes qui nous échappent. Et il y a des études qui essayent de comprendre pourquoi les personnes croient plus rapidement dans les fake news que dans les informations fiables. Et il y a des recherches qui tentent de percer ce mystère. Et je crois que souvent les personnes croient dans des fake news parce que c'est en quoi elles veulent croire. Donc, leur esprit croit plus rapidement parce que c'est ce que leur esprit souhaite, en fait. C'est ce qu'ils veulent entendre. Donc, on le voit encore une fois ici que la communication des sciences aux personnes est bien plus complexe. C'est bien plus complexe que de donner des informations fiables, bonnes, vérifiées. Ce n'est pas comme ça que l'on va changer la façon de penser des personnes. Et puis, deuxième partie qui concerne l'acceptation face à l'engagement. Eh bien, je crois que nous devons surtout penser à la communication scientifique comme comme un processus. Vous pouvez avoir un projet qui sensibilise, qui lance la discussion sur une question qui est déjà un aspect important de l'engagement des personnes dans la discussion. Et puis, vous avez d'autres moyens qui, au contraire, se concentrent sur de preuves. Et là, moi, je préfère parler de confiance dans la science plutôt que d'acceptation. Je crois que nous devons surtout faire confiance dans la science, parce que la science est digne de confiance. Lorsque l'on parle d'acceptation, l'acceptation me semble être plus on doit l'accepter, c'est tout, hein, comme on doit accepter de se laver les dents 3 fois par jour. Ici, c'est différent. Je crois qu'on parle plutôt donc de confiance.
On doit obtenir que les gens fassent confiance à la science, mais pas de façon aveugle. Il y a des informations scientifiques qui sont difficiles à entendre pour les personnes. Par exemple, la façon de produire de l'énergie. L'énergie nucléaire, nous avons la- les forêts parfois doivent être dévastées pour générer de l'énergie également. Donc, dans de nombreuses situations, nous n'avons pas de façon idéale de générer de l'énergie en l'occurrence. Mais nous devons donc réfléchir aux différentes possibilités et réfléchir aux effets indésirables, chaque possibilité par rapport aux autres. Et nous devons réfléchir à la meilleure façon donc de produire de l'énergie en l'occurrence. Donc, par exemple, l'énergie éolienne des éoliennes est intéressante, mais parfois dans certaines régions, il n'y a pas de vent suffisamment, donc cela n'est pas une bonne option. Donc, il faut à chaque fois et analyser, faire le bilan de chaque possibilité, analyser en profondeur pour trouver, pour se faire une opinion. Anything you'd like to add to what experience from models tailors engagement to arriving common sense ground amidst of controversies? Do you think anything more? Bien, nous avons une question. Est-ce que vous pouvez nous faire passer un message final pour que le public participe davantage dans ce message scientifique? Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de manière de faire participer les gens. Je crois qu'il nous faut mettre en place différentes actions pour que ces gens participent. Par exemple, les musées. C'est un outil merveilleux pour parvenir à faire participer les gens dans les différentes activités. Mais on sait qu'il y a un public réduit qui va se rendre dans les musées. Ce qui est positif, c'est qu'on voit les idées, les réactions, la façon dont les gens participent aux activités. Et si vous avez quelque chose qui pourrait avoir un impact sur davantage de gens à travers la télé, par exemple, ou à travers un podcast, ou à travers un groupe de WhatsApp, il y a différentes possibilités qui peuvent être adoptées pour faire participer que l'on utilise différents types de stratégies et d'initiatives, qu'on fasse participer le public et qu'on fasse participer les différents secteurs de la société et du public. Pensez aux jeunes, par exemple, ça serait une approche. Si vous voulez, pareil, faire participer davantage les personnes du troisième âge ou les femmes adultes, etc. Si vous voulez faire participer davantage les enfants dans les sciences, c'est important parce que ce sera la future génération. Donc, vous voyez qu'il y a différentes manières et vous ne parlerez pas de la même façon aux enfants, au personnel, aux femmes adultes. Chaque fois, on va parler d'une seule recette pour faire participer le public. Il faut tenir compte des contextes en tant qu'institution et en tant que société. Il faut appliquer des stratégies différentes pour arriver à chacun des segments qui sont donc ciblés. Je vais maintenant poser une question qui est une question que je souhaite poser. Si vous
conseiller un institut scientifique, quels seraient vos conseils pour communiquer auprès des différents publics sur les découvertes? On fait des recherches à différents moments de la vie. Des fois, ça marche bien, des fois moins bien, mais quels sont les conseils qu'on donne dans notre équipe? Comment faire passer le message? Donc, ça dépend bien sûr des ressources monétaires que l'on a, parce qu'il s'agit d'une question d'argent, de bureaucratie. Donc, tenir compte des ressources humaines, mais avoir la possibilité d'avoir un groupe de personnes avec différents domaines de connaissances, différentes formations. Par exemple, au niveau des réseaux sociaux, ce serait un moyen. Si vous voulez communiquer à travers des vidéos, ça va demander d'autres compétences techniques. Si vous voulez faire une communication en des personnes qui appartiennent au secteur de communication, qui ont une formation scientifique, des gens aussi qui ont une formation artistique. Donc, si l'on peut réunir un groupe de personnes, les faire participer en fonction de différentes perspectives de formation, de connaissances techniques, ça va nous aider. Finalement, faire participer un scientifique. Certains scientifiques pensent qu'ils n'ont pas assez de temps, mais ils peuvent participer de différentes façons. Les scientifiques aiment bien participer dans des actions de communication. Des fois, ces scientifiques sont plus timides. Donc, moi, ce que je recommande, c'est d'essayer d'aider. Si on a un scientifique un peu timide, qui n'aime pas prendre la parole, et si vous avez quelqu'un qui est nécessaire pour une tâche spécifique, allez le voir parce que ça va donner et ça va faire vraiment la différence. Bien. Ramon a partagé avec nous un commentaire très intéressant sur tout ce que vous avez dit. La participation doit être soutenue et il faut l'adopter dans différents secteurs de la communauté et dans différents groupes d'âge. Il ne s'agit pas encore d'une crise et c'est important dans la région. Mais au niveau du financement. Alors, comment éviter ce type de charge? Comment rendre cette participation durable pour que la participation soit durable, non pas pendant la crise, mais avant que cela devienne une crise. Une des manières de le faire, c'est de considérer la participation publique parmi donc ces aspects de la société pour l'institution scientifique. Lorsqu'on commence à travailler, moi, j'ai une formation journalistique de communication. Et ensuite, j'ai fait une maîtrise en sciences de la communication. J'ai fait un doctorat en communication, un postdoc en sciences technologies. Mais ce que je veux dire ici, c'est que j'ai travaillé dans le domaine des sciences et de la communication comme chercheuse aussi. Il y a une trentaine d'années, j'ai commencé à chercher le soutien et qui n'existait pas à l'époque. Donc, ce n'est pas suffisant, mais ça change beaucoup de choses.
Et on voit de plus en plus une compréhension concernant la communication scientifique, la participation du public, la science, comme quelque chose de très important. On voit aussi qu'il y a de plus en plus d'institutions scientifiques qui ont leur propre équipe pour travailler dans les institutions. Ce sont les cas que je connais le mieux. Donc, une politique pour la communication scientifique a donné lieu à une grande différence. On a commencé à parler de ressources pour la communication scientifique, opportunités et postes de travail, bien sûr, et d'autres domaines. Mais la structure dans son ensemble au ministère des Sciences, on se rend compte qu'il y a des aspects positifs. Par exemple, si on se rend sur notre plateforme, on voit que l'on a une bourse de travail, un système de travail pour les gens qui veulent travailler dans le domaine des sciences, qu'il y a un domaine, un secteur qui est lié à la popularisation de la science. Dans certains cas, on essaie de soutenir la communication et il y a davantage de visibilité en ce sens. Le consulat de sciences brésilienne, qui appartient au ministère des Sciences et de la Technologie, avec un comité de sciences et de technologie et un comité de biochimie, de physique, pour différentes spécialités. Et ce comité a aussi un système pour les communications scientifiques. Donc, ceux qui veulent faire des communications scientifiques peuvent se porter candidat en tant qu'expert et obtenir des travaux, des articles. Ils peuvent le faire dans différents secteurs, sciences et technologies, santé, bien sûr, sciences et santé, et la façon dont cela arrive ensuite dans le secteur public. Je crois que c'est un processus dans lequel nous devons convaincre les décideurs. C'est le travail des communicants scientifiques. Nous devons engager les différentes parties prenantes et d'une certaine manière créer une stratégie pour transmettre ces informations de façon intelligible et acceptable. Au Brésil et en Argentine, je crois que c'est le cas également, de façon générale, nous avons façonné en quelque sorte un espace plus vaste pour la communication scientifique. Et en Colombie a été lancé récemment un groupe de discussion sur l'appropriation scientifique, comme ils l'appellent, qui traite ces sujets. Donc voilà, je crois que nous devons créer une atmosphère, un espace favorable à la communication scientifique à l'échelle de la planète. Merci, Louisa. Alors, dernière question. Alors, pour ceux qui ont posé des questions, j'essaie de laisser de la place aux réponses. Tous les sujets ne seront pas couverts. En fait, j'essaie de donner la place aux questions qui abordent des sujets qui n'ont pas été traités. Et donc, la dernière question me paraît également très importante, intéressante. Elle est posée par Kelfi Johannes. Comment évaluez-vous l'impact de l'engagement des jeunes dans ce projet que vous avez mentionné?
parce que l'on sait que l'on veut changer la façon dont les soins sont prodigués. Par exemple, quand vous essayez de donner un message au public, comment mesurez-vous la réussite de votre projet finalement? Comment savez-vous vous avez été entendu dans votre province, votre pays, selon la portée de votre message? Question très importante, effectivement. D'ailleurs, c'est intéressant de voir la qualité des questions qui sont posées aujourd'hui. Eh bien, comme la question le mentionne, c'est effectivement un défi auquel nous sommes confrontés. De nombreuses institutions et de nombreux pays commencent à être plus sensibles à la communication scientifique, justement. Mais il y a encore trop peu d'efforts pour essayer de comprendre l'impact de ces communications. C'est un aspect sur lequel nous devons travailler davantage. C'est un processus à long terme, en fait. Comment la communication scientifique peut changer les opinions, les comportements et comment mesurer cela? Eh bien, comment procéder? Eh bien, là encore, il n'y a pas de recette magique, de façon simple de procéder à mesurer l'impact de la communication scientifique. Et l'une de ces stratégies que nous avons employées, nous faisons donc de nombreux spectacles d'exhibitions scientifiques et l'une des recherches que nous avons menées au sein de notre institut, l'une des recherches porte sur la compréhension des expériences des personnes lorsqu'elles visitent des lieux scientifiques. Alors, par exemple, on met une caméra sur une personne, ça peut être un adolescent qui fait du vélo, du skate, ça peut être des enfants, des adultes, et on met une caméra et on note de ce lieu et on analyse les conversations que la visite génère, suscite chez les personnes. Et on peut voir justement que dans de nombreuses situations, des conversations scientifiques sont générées grâce à cette vision grâce à la visite de ces exhibitions, de ce spectacle éventuellement. Donc, c'est une façon de voir la réaction immédiate du public face au projet que l'on a monté. Alors, bien sûr, l'impact peut se voir plus tard. Il y a des études qui essayent de comprendre l'impact sur les personnes qui ont qui ont visité un très beau musée, par exemple. Il y a un très beau musée au Brésil. Alors, comment le dire, pardon? Je ne sais pas comment le dire en anglais. Ah, un musée de calligraphie, des peintures et des écritures sur la roche qui permet de montrer des traces des premiers hommes arrivés en Amérique latine, des peintures sur roche et écrits sur roche. Alors ça, c'est un très beau musée. Nous avons étudié cela et nous collectons des informations 2 ans après auprès de ces personnes qui ont visité ces musées et quels souvenirs ils en ont gardé, quelle est leur opinion, quel type d'impression ont-ils conservé 2 ans après leur visite. Et ça, c'est très important justement parce que les souvenirs, ce que les personnes ont gardé au processus d'apprentissage, parce que c'est là que se trouvent les émotions et les informations qui ont été conservées depuis la visite de ce musée.
Et c'est cela qui va ensuite influencer votre opinion, votre comportement, qui va être l'essence de vos nouveaux connaissances que vous allez garder en vous. Donc, c'est justement ce que essaye de comprendre cette étude. Elle essaye également de comprendre comment, d'une façon générale, comment les personnes songent aux informations scientifiques auxquelles ils ont été exposés plusieurs années après. Comment, par exemple, les jeunes considèrent les informations sur les vaccins, en l'occurrence. Nous consignons sur leurs ordinateurs et puis on parle à ces jeunes sur le processus qui a conduit à leur recherche, comment ils ont effectué leur recherche, comment ils ont vérifié ces informations, quelle est leur opinion, comment ils se sont assurés que la source était fiable, comment ils se sont assurés de savoir si c'était des fake news ou si c'était des informations vérifiées. Et puis, en fonction de cela, on voit ensuite l'impact que cela a eu sur eux. Donc, c'est un sujet là aussi complexe, bien sûr. Merci, Louisa. Merci infiniment. Vous avez répondu avec brio à ces questions et votre présentation a également été excellente. Donc, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Je voudrais remercier le Global Health Network pour l'organisation de ce webinaire. Merci infiniment, Louisa, pour votre présentation et pour votre participation à tous aujourd'hui. J'espère que vous pourrez répondre ultérieurement aux dernières questions qui vous ont été posées. Et sachez donc que nous nous retrouvons mardi prochain pour la deuxième partie de notre série de webinaires. Sachez encore que vous devez participer à 80% des 3 ateliers pour obtenir le certificat. Alors, vous pouvez également, si vous souhaitez retrouver ce contenu, vous le retrouverez en ligne. Et donc, nous vous attendons pour la prochaine séance, le 28 juin, où nous traiterons du sujet suivant, comment rédiger un dossier politique. Donc, merci encore infiniment à vous, Louisa. Merci pour votre vos informations, vos éclairages et merci à toute l'équipe. Et nous nous retrouvons mardi prochain. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Louisa. Merci, Louisa au micro. Merci beaucoup à tous. Merci de m'avoir donné la parole, de m'avoir permis de présenter.